Pourquoi est-ce que les banques centrales qui ont réussi à chasser l'inflation dans les années 70 n'ont pas réussi à la faire revenir dans les années 2000 et surtout n'arrivent pas à l'endiguer à partir des années 2020? Dans cette série de vidéos, basée sur le livre La folie des banques centrales de Patrick Artus, on étudie un petit peu les nouvelles politiques monétaires et leurs effets sur l'économie. Dans les épisodes précédents, on avait un peu fait un constat de la situation. On avait dit qu'on était dans un monde de liquidité depuis la crise de 2008, d'hyperliquidité, avec une base monétaire qui avait été multipliée quasiment par 4. Et puis dans la vidéo, donc ça c'était pour le premier épisode, et dans le deuxième épisode, on avait un peu parlé des effets néfastes du quantitative easing, des politiques monétaires non conventionnelles et de l'excès de liquidité. Dans cette vidéo-là, on va faire un petit retour sur comment on en est arrivé là. Pourquoi, comme dit, les banques centrales sont passées de la toute-puissance à l'impuissance. Bon, il faut comprendre que à partir de 2008, on s'est, comme je l'ai déjà dit beaucoup au début de la série, on s'est tourné vers les banques centrales parce que cette dernière avait sauvé le monde et on s'est dit, bah, vous savez quoi, les gars, maintenant, au moindre peu de travers, ce sera vous on se tournera vers vous et ce sera vous qui devrez assurer. Bon. Pourquoi on a eu ce réflexe-là? Pour comprendre ça, il faut revenir un petit peu sur l'inflation dans les années 70 et comment cette dernière a été chassée. Il faut savoir que fin des années 70 jusqu'au début des années 80, on avait une inflation à 2 chiffres, on avait une inflation à plus de 10%, ce qui est beaucoup, ce qui est mal, car une inflation trop élevée, je le rappelle quand même, euh, empêche de prévoir à long terme, empêche de faire des futurs investissements et compagnie, car on ne sait pas si ce sera rentable, si on ne sera pas frais grignoté par cette inflation. Donc ça crée de l'incertitude et c'est pas bon, car l'économie c'est avant tout de la confiance entre plusieurs acteurs. On avait une inflation à 2 chiffres, à cause notamment des chocs pétroliers. Donc on peut donner quelques chiffres. En 1980, l'inflation aux États-Unis était de 13,6% et en 82, elle était encore de 11,8% en glissement annuel. Le problème à cette époque, c'est que bien qu'il y ait eu les chocs pétroliers qui ont, on va dire, mis le feu aux poudres, ça a été après les politiques monétaires du type stop and go qui ont exacerbé l'inflation. Alors qu'est-ce que c'est une politique monétaire stop and go? Pour comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est que la courbe de Phillips. La courbe de Phillips, c'est un arbitrage entre l'inflation et le chômage. Donc, c'est à peu près dans les années 50-60 que ça a été théorisé. Et c'est donc une courbe qui montre que vous avez une relation décroissante entre l'inflation d'un côté et le chômage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si vous avez une activité économique qui marche bien, si voilà, l'argent circule, il y a de l'emploi, mais il y a aussi du coup un emballement de l'économie, une sorte de surchauffe qui peut créer de l'inflation, une montée des prix car la demande est trop forte. À l'inverse, lorsque l'économie ralentit, eh ben, vous avez certaines entreprises qui font faillite, car il n'y a plus assez de demande, donc vous avez plus de chômage, mais c'est sûr que l'inflation diminue. Voilà, concrètement, c'est un peu ça. Et donc à cette époque-là, les banques centrales, qui n'étaient pas encore indépendantes, on y reviendra, étaient, on va dire, contrôlées également par le pouvoir politique. Le pouvoir politique qui est censé être élu par le peuple et qui donc doit faire campagne, doit trouver des arguments pour se faire élire. Et donc, qu'est-ce que faisaient la plupart des décideurs politiques et des leaders à cette époque-là, dans les années 70-80? C'est que on avait un phénomène de stop and go. Qu'est-ce que c'est? Avant l'élection, donc un an à quelques mois avant l'élection, le décideur public va baisser les taux d'intérêt pour augmenter, on va dire, la croissance, pour faire du bien à l'économie. Donc ça crée de l'emploi, tout le monde était content, tout le monde disait j'ai retrouvé du travail, j'arrive à avoir une paye, etc., etc. Mais pour faire ça, le sacrifice à faire pour faire repartir l'emploi, c'était d'augmenter l'inflation, puisqu'il y avait une sorte d'emballement de l'activité économique. Donc l'inflation augmentait. Et ça, bien sûr, il y a un effet de latence. Donc, on va dire que jusqu'à l'élection, on laissait les taux d'intérêt bas, on augmentait la liquidité, ça créait de l'emploi, l'économie, etc. Et puis tout de suite après l'élection, pour pas trop déconner, on remettait les taux d'intérêt un peu plus élevés, ce qui fait que, bon, l'inflation diminuait.
mais vous aviez aussi du coup le chômage qui a augmenté. Donc voilà, c'est à la base, c'est cette relation-là. Et ça, le problème, c'est que ça a été causé par, comme dit, des décideurs politiques qui pensent à leur intérêt personnel à court terme, au détriment, on va dire, de l'intérêt commun. Pourquoi ? Parce qu'une bonne politique monétaire, ça passe avant tout par une règle qu'on se fixe, d'accord ? Par exemple, voilà, on veut de l'inflation à 2 ou 3%. Et puis à partir de là, les agents économiques, donc les financiers, si vous voulez, la planète finance, et puis les entrepreneurs et compagnie, vont faire leurs prévisions en se disant, tiens, voilà, il y a une règle de politique monétaire qui a été mise en place, donc je peux me caler sur ce 3%. Or, on va dire, cette politique monétaire n'est pas ce qu'on appelle crédible, ça c'est un mot très important qu'on va employer plusieurs fois, elle n'est pas crédible si on sait pertinemment que les décideurs politiques vont jouer avec la planche à billets, et donc provoquer des variations, des oscillations dans l'inflation pour leur intérêt personnel. Ça, c'est pas bon. Du coup, ça rend les politiques monétaires non crédibles. Et ça, c'est, encore une fois, c'est pas bon car l'économie passe avant tout par les anticipations. L'inflation passe par les anticipations. L'inflation, par exemple, quand vous avez une inflation de demande, c'est parce que vous vous dites, tiens, les prix des voitures augmentent, donc je vais en acheter une cette année plutôt que l'année prochaine, parce que vous anticipez que l'année prochaine, la voiture coûtera plus cher. Donc tout est une question d'anticipation. Or, si vous avez foi en la Banque centrale, si vous avez foi dans le fait que cette dernière ne va pas déroger à sa règle de politique monétaire pour tout simplement le président ou le décideur politique du coin, alors vous pouvez vous dire, tiens, je peux lui faire foi, je peux baser tous mes calculs sur la cible d'inflation que la Banque centrale nous communique, tout simplement. Et puis, comme dit, les perturbations de court terme, hop, il y a un petit choc inflationniste par là, il y a un petit truc, pendant 3 mois, les prix montent pour descendre un peu, etc. On s'en fout parce que, dans le fond, on a foi en la Banque centrale. Donc, on va avoir cette notion de banque centrale indépendante qui est extrêmement importante. En fait, ça veut dire que désormais, le pouvoir monétaire, le pouvoir de la monnaie, ne sera pas confié aux décideurs politiques, mais sera confié à un banquier central indépendant qui n'est pas censé avoir d'autre objectif que celui de l'inflation. Donc l'inflation va devenir la seule cible des banques centrales. Et ce, peu importe la croissance, peu importe l'élection, peu importe le chômage. Ce qui fait que du coup, on peut avoir foi et on peut faire des bonnes anticipations d'inflation. Il y aura notamment en 1983 un article de Barrow et Gordon qui explique ça, tout ce que je viens de dire, qui dit tout simplement que l'inflation, le phénomène inflationniste, ça passe par les anticipations des agents. Donc, si les agents, on leur dit, les gars, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation parce que l'inflation, on la fixe à 2%, et que les agents peuvent avoir confiance en la Banque centrale parce qu'elles savent qu'elle ne va pas faire n'importe quoi, alors on arrive à contrôler l'inflation par les anticipations. Ça, c'est très important. Donc, on va avoir à peu près toutes les banques centrales, les grandes banques centrales de la planète, des pays développés, qui vont s'y mettre. Alors la Fed, c'est un peu différent, elle a aussi un objectif de chômage. C'est un peu, on va dire que c'est un peu un cas à part, mais sinon d'une manière générale, toutes les grandes banques centrales vont devenir indépendantes. Et avec cette indépendance qui arrive dans les années 80 des banques centrales, va avoir lieu ce qu'on appelle la grande modération. Qu'est-ce que c'est que la grande modération ? C'est justement le fait que l'inflation n'a cessé de diminuer jusque quasiment en 2008. Donc on est passé d'une inflation qui était démesurée à 2 chiffres à finalement une inflation contrôlée, etc. Et donc ça, on a encore une fois applaudi les banquiers centraux, on s'est dit voilà, on a trouvé enfin la recette miracle, il suffit que les banques centrales soient indépendantes. Bien sûr, ça a joué. Maintenant, le problème, c'est qu'on a beaucoup tendance à dire que l'inflation c'est basse pendant 30 ans, ça a forcément été grâce aux banques centrales, il ne peut en être autrement. Or, il y a un tas de facteurs qui ont pu jouer et on va dire qui ont pu aussi jouer sur l'inflation. Par exemple, on a la flexibilisation du marché du travail, donc ce qui fait que vous avez les salaires qui baissent, donc si les salaires baissent, la demande baisse, les prix baissent et compagnie. Et vous avez également la montée en puissance des émergents, de la Chine, de l'Asie, de l'Inde également, qui fait que vous avez
toute la délocalisation de l'industrie, le travail à bas coût, etc., qui fait qu'on a des produits très 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 bon marché. Et donc ça participe également à la baisse de l'inflation. Donc on va dire que voilà, on s'est un peu trop reposé sur ce fait de voilà, la crédibilité des banques centrales, c'est le Graal. La cible unique d'inflation, c'est-à-dire voilà, les banques centrales n'ont qu'un seul mandat à l'inflation, c'est aussi génial. Et puis on s'est dit, bah ça a marché pendant 30 ans, il n'y a pas de raison, qu'on change une équipe qui gagne. Sauf que ça arrive la crise de 2008, et puis arrivent plusieurs paradoxes. Premièrement, par exemple, le paradoxe de la crédibilité. Bah oui, le fait que du coup les agents anticipent une inflation qui est basse et la confiance de la banque centrale, ça peut les inciter à faire n'importe quoi, comme en 2008. Et du coup, c'est une sorte de profession qui réalise l'inverse de ce qu'est. C'est l'inverse d'une profession autoréalisatrice, si vous voulez. C'est qu'on se dit, tiens, de toute façon, tout ira bien, donc j'ai pas besoin de faire attention. Et puis du coup, on fait pas attention et du coup, rien ne va. C'est un peu ça l'idée. Donc, on a un gros problème à partir de 2008, c'est qu'on continue les politiques comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire on cible l'inflation, et en fonction de ça, on baisse ou on augmente le taux d'intérêt pour soutenir la croissance. Si l'inflation est assez haute, tant pis, on monte le taux d'intérêt, quoi qu'il arrive. Et puis, si l'inflation est faible, on baisse le taux d'intérêt, puisque pourquoi se priver de baisser les taux d'intérêt si de toute façon il n'y a pas d'inflation ? Or, depuis les débuts des années 2000, dans la zone euro notamment, l'inflation a été quasiment négative, elle était nulle. Il n'y avait pas d'inflation, et jusqu'en 2020, il n'y avait pas d'inflation. Les banquiers centraux, malgré du coup les taux au plancher, n'ont pas réussi à faire revenir l'inflation. Et donc c'est un phénomène assez intéressant, parce qu'à la suite de la crise de 2008, comme dit, on est en crise, la croissance s'effondre, le PIB s'effondre, etc., hausse du chômage, mais on ne voit pas réapparaître pour autant l'inflation. Ce qui fait que les banquiers centraux se disent, autant accompagner la crise en mettant les taux en plancher, ce qui est très bien dans un premier temps, mais du coup, là où ils auraient dû les remonter dans un second temps, ils les ont quand même laissés au plancher, en se disant, de toute façon, il n'y a pas d'inflation, et puis autant soutenir, etc. Et donc, ça a créé des poches de liquidités qui sont venues, comme on l'a dit déjà, alimenter la hausse du prix des actifs, donc sur les marchés financiers. Et là, du coup, on assiste à un gros problème qui est que la stabilité monétaire n'est pas la même chose que la stabilité financière. Or, dans les années, on va dire, de l'école monétariste et compagnie, etc., on avait, si vous voulez, une sorte de confusion, de se dire, si la monnaie va bien, la sphère financière ira bien aussi. Et puis basta, ce qu'on veut, c'est l'inflation dans l'économie réelle, et puis les bulles sur le prix des actifs. C'est pas ça qui nous fera du mal. Or, la stabilité qu'on a connue notamment pendant ce qu'on appelle du coup la grande modération, ça a été dû également parce qu'on n'avait pas beaucoup de variabilité. Si vous voulez, c'était encore une fois la grande modération, c'était une période très spéciale dans l'histoire. Peut-être que toutes les planètes étaient alignées, si vous voulez, et que on reverra pas ça de sitôt. Parce que comme dit, on a eu des taux d'intérêt qui n'ont pas trop bougé, une inflation qui n'a pas trop bougé, une croissance qui n'a pas non plus trop bougé, donc tout était relativement stable, et ça c'est assez bien pour avoir des bonnes anticipations à l'avenir. Le prix des actifs était également plus ou moins stable, malgré quelques cracks. Le problème, c'est que à partir de 2008, le prix des actifs s'envole et peut péter à la hausse ou à la baisse, parce qu'il y a trop de liquidités, il y a des grands mouvements de capitaux, comme on l'a dit dans l'épisode précédent. Donc, ce qui fait que le modèle sur lequel les banques centrales étaient construites, à savoir, on est crédible à travers les anticipations d'inflation, a complètement disparu. Puisque de toute façon, l'inflation a disparu. Donc, on ne peut pas être crédible en disant, les gars, je vous assure, l'inflation ne reviendra pas si on sait d'avance qu'elle ne reviendra pas. Donc, malheureusement, il y a eu une sorte de chute de la crédibilité des banques centrales par rapport à ça. Par rapport à la définition, à dire, qu'ont donné Barrow et Gordon. Donc finalement, aujourd'hui, vous avez une banque centrale qui laisse la liquidité exploser car il n'y a plus d'inflation et qui se moque bien du prix, des bulles sur le prix des actifs, parce que dans le fond, ça les arrange bien pour tout ce qu'on a dit dans les autres vidéos. C'est-à-dire que par exemple, les effets de richesse, ça les arrange. La facilité de l'écrasement des primes des risques, ça arrange aussi parce que ça permet, comme dit, de financer tout et n'importe quoi, même des entreprises zombies, et de faire en sorte que qu'il y ait moins de chômage, etc., etc. Mais pour qu'on ait une bonne crédibilité, dans le fond,
Là où avant, on avait un arbitrage chômage-inflation, aujourd'hui, on a un arbitrage chômage-liquidité, prix des actifs, si vous voulez. D'accord? Et ça, par exemple, ça pourrait être une bonne crédibilité, ça pourrait être une bonne règle de crédibilité pour les banques centrales. Parce que dans le fond, on se dirait, tiens, elles vont tout faire pour éviter qu'il y ait des bulles sur le prix des actifs et que la bourse ne parte en cacahuète. En fait, elles vont instaurer ce qu'on appelle une stabilité financière qui à long terme, favorisera, on va dire, la croissance de long terme, l'emploi, l'innovation et compagnie et compagnie. Le problème, c'est on a l'impression que là où les banques centrales étaient toutes puissantes avant, durant la période de grande modération, où elles ont réussi à maîtriser l'inflation, aujourd'hui, elles en sont complètement incapables. D'ailleurs, petit aparté, mais on le voit bien à partir des années 2020, donc notamment en 2022-2023, où on a connu le retour de l'inflation à 2 chiffres. Ça prouve bien que les banques centrales ne contrôlent d'ailleurs vraiment plus grand-chose, qu'elles sont impuissantes, puisque pendant 20 ans, elles voulaient faire repartir l'inflation, elles n'ont pas réussi, et puis d'un coup, l'inflation, comme dirait Madame Lagarde, sort de nulle part, et puis ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus augmenter les taux pour les raisons qu'on a évoquées dans l'épisode précédent. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que dans le fond, avant, on est parti dans les années 70 d'une politique de stop and go où la politique monétaire était utilisée au profit des dirigeants et dans une optique de court terme mais qui ne maximise pas l'utilité du bien commun, on va dire. Et puis maintenant, finalement, on a réussi à corriger ça. On a réussi à instaurer une politique monétaire indépendante, donc crédible. Et puis finalement, maintenant, on a du mal également avec la politique monétaire à trouver une certaine crédibilité, une certaine assurance et à avoir foi en cette politique, puisqu'on se dit, tiens, étant donné que l'inflation a disparu, ils en profitent pour faire monter le prix des actifs, pour générer de la liquidité, ce qui est une solution de court terme, mais qui ne vaut rien à long terme et qui, comme on l'a dit dans les épisodes précédents, empêche de lutter contre les prochaines récessions, etc., etc. Donc, voilà. Maintenant, dans l'épisode suivant, on va parler de ce qu'il faudrait faire pour une bonne politique monétaire, et puis on parlera également, je ne sais pas si ce sera la dernière vidéo, peut-être j'en ferai encore une, et puis on parlera également, oui, comme dit, des conséquences que ça peut avoir. On fera un lien avec ce qui s'est passé en 2023. Vous retrouvez la vidéo qui va s'afficher quelque part à l'écran, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.